Avec un tout petit peu de retard, excusez-nous, on vous accueille chaleureusement, comme vous voyez, il fait bien chaud dans cette salle. Désolé, on va essayer de vous rafraîchir après avec un petit peu de bière, évidemment. J'accueille Thibaut Schwerman, je prononce bien? Tout à fait, merci. Voilà, d'origine franco-belge, maintenant basé à Lyon. Après un premier parcours dans les assurances, on ne va pas s'apesantir. La bière est sous la forme d'une création d'une société. Voilà, tout à Bière fait. à table, avec évidemment, c'est dans l'intitulé, cette envie et ce souhait de remettre la bière à table, notamment au restaurant. Et d'où notre sujet aujourd'hui, élaborer une carte des bières. Voilà. Donc, merci de m'avoir accueilli ainsi. Donc, on va balayer. Il faut parler un peu, bien proche du micro. Faites-nous signe si vous n'entendez pas bien, parce qu'on a des petits problèmes de micro. Ça passe bien? Donc, on va balayer un peu tout ce qui peut être intéressant on va dire d'être mis en avant quand on veut créer une carte de bière. On va dire dans les CHR en général, et après toute une partie effectivement plus sur la restauration, les accords gastronomiques qu'on peut créer avec des intervenants qui viendront vous parler de... Il y a des invités surprises. Des invités surprises. C'est important, les surprises. Voilà. Donc, on va commencer. Donc, quand on veut élaborer une carte de bière, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on va dire en amont, on établit... c'est bon. On établit la sélection de bières qu'on va vouloir vendre dans l'établissement à la pression, en bouteille ou en canette. Et ensuite, ça va être la manière dont on la propose sur la carte pour donner envie aux clients de les commander. Donc on va commencer un peu à balayer un peu les styles de bière. Et qu'est-ce qu'un style de bière? Donc un style de bière, comme entendu par les instances brassicoles ou les organisations de concours de plusieurs pays, n'a rien à voir avec sa couleur. Donc ça c'est on va dire la plus importante et qui me tient vraiment à cœur, c'est on va dire d'avancer et voilà, de faire comprendre aux gens que c'est pas la couleur qui prime dans un style de bière. Ça veut dire qu'en France, on est encore loin justement de cette connaissance, de cette appréhension des styles. Oui, tout à fait. Alors ça, c'est un peu le monde viticole qui nous a apporté ça. Donc effectivement, on parle toujours de blonde, de blanche, d'ambrée, alors que finalement, bon, les blanches sont plus une bière de blé. Donc c'est ça qui fait appeler ça bière blanche, alors que quand on la regarde, elle n'est pas blanche plus que ça. C'est juste qu'il y a du blé dedans. Donc il existe une centaine de styles de bière et c'est en perpétuelle évolution. Donc aujourd'hui, les styles traditionnels sont brassés sur tous les continents. Donc voilà une petite carte du monde où il y a 118 styles selon Beer Judge Certification Program. On peut peut-être rappeler qu'il y a des styles aussi qui sont liés à des pays et Tout à fait. Que la France peut revendiquer un style. La France peut revendiquer la bière de garde, tout à fait, c'est ce que j'allais vous dire là-dessus. Et pour les styles de bière, donc effectivement, c'est souvent un lieu, une époque, un environnement et un savoir-faire. Donc, on va parler donc pour les différents styles qui sont intéressants quand on pense faire une carte de bière. Donc, on parle de bière de désaltération. Où il y a donc, on va dire, des Weizen, donc les bières blanches, comme on les connaît ici, donc les blonde ale, les amber ale, les brown ale, et toutes on va dire, les bières de type lager, de type basse fermentation. Ensuite, donc, j'ai le bière chaleureuse. Donc, bière chaleureuse, c'est des bières qui vont être un peu plus charpentées et souvent de haute fermentation, donc des bières avec beaucoup plus de corps. Et donc, après, les bières houblonnées, donc toutes les bières de style IPA, comme on les connaît, donc surtout IPA, Black IPA, Double IPA. Ensuite, il y a les bières acides qui commencent à bien pointer le bout de leur nez et que vous pouvez pas mal en découvrir sur ce salon. Et ensuite, donc une autre catégorie, mais qu'on voit un peu moins souvent, on va dire les bières fumées.
Donc pour imager tout ça, je vais vous proposer de déguster une bière. Donc c'est une bière ambrée de la brasserie du Grand Paris. Donc, Est-ce qu'on a le brasseur parmi nous? le Non. brasseur n'est pas ici, non. Il n'est pas parmi les doit invités être à ton- surprise. Parmi ces styles de bière, est-ce qu'il y a effectivement des modes, des courants? Est-ce qu'il faut surfer un peu justement sur ces, Oui, sur ces tendances? c'est un peu ce que je disais tout à l'heure par rapport, surtout on va dire par rapport aux bières acides. Les bières acides qui arrivent et qui, on va dire, étaient un peu oubliées parce que vraiment, on va dire, particulières et ne représentant pas un réel engouement du public, mais qui ont été vraiment remis au goût du jour et qui, on va dire, qui représentent vraiment une réelle part dans la gastronomie. Parce que ces bières acides peuvent faire rappeler de temps en temps un vin blanc ou des choses assez faciles à associer dans la gastronomie, comme avec une volaille ou un poisson par exemple. Les IPA aussi ont été très tendance à un moment, ça baisse un peu. Peut-être que sur la table, c'est moins facile aussi en accord. Ça peut paraître moins facile en accord, mais on arrive toujours quand même à trouver des choses intéressantes à mettre en avant avec des IPA, comme travailler des produits exotiques qui se marient assez bien, avec les IPA, ou essayer parce que c'est vrai que l'IPA est quand même une bière qui est beaucoup plus amère en général. Et effectivement, bon, il va falloir trouver souvent des produits sucrés ou des produits plus gras qui vont permettre, on va dire, d'anesthésier un peu cette amertume afin de ressortir vraiment le côté aromatique de l'IPA. Donc, pour parler de cette brasserie du Grand Paris, donc brasserie du Grand Paris, qui est installée depuis début 2017 maintenant à Saint-Denis et qui, pendant, on va dire, 5 ans avant, était un peu en nomade un peu partout dans la région. Donc, pour imager un peu le style de bière de désaltération dont je parlais tout à l'heure, justement, je vais vous proposer une bière ambrée. On n'imagine pas que forcément la bière de désaltération est forcément toujours une blonde, une pils. Donc c'est vraiment pour parler justement de ces couleurs, qui n'ont pas vraiment lieu d'être finalement dans nos esprits. Donc là, c'est vraiment pour montrer on est sur une bière ambrée de désaltération. Vous allez voir vraiment très rafraîchissante, avec un côté assez sec, avec des jolis houblons, bavarois, du Bavaria et du Munica et du Mandarina qui rajoute un côté très frais à cette bière qui est ambrée mais qui finalement n'est pas très maltée, donc qui va nous permettre vraiment de jouer sur le côté très frais. Alors, je sais que vous avez ramené des choses à déguster, c'est pas pour tout de suite. Non, c'est pour la suite. C'est pour la suite. Donc, la sélection de bière dépend, on va dire, du nombre de becs qu'on peut allouer, on va dire, dans son établissement. Donc après, selon qu'on a 1, 2 ou 3 ou 4 becs, ce que j'essaye de proposer dans ce genre de situation, on va dire, il faut quand même rester assez classique par rapport à ses clients, à ses consommateurs. En général, effectivement, le premier bec va être une bière blonde de désaltération. Alors, pas forcément une pils industrielle comme il peut y en avoir un peu souvent. Après, ensuite, donc, le deuxième, on va dire une forte, beaucoup plus de caractère, une bière on va dire de dégustation. Et ensuite, donc, sur le troisième et quatrième bec, qui sont souvent des becs tournants, où je propose des bières de spécialité. Donc, bon, la blanche, parce que en général, les clients réclament souvent quand même, surtout quand on commence à arriver en été. Par principe, voilà, la blanche et la bière d'été, même si, bon, il n'y a pas de réelle raison de boire de la blanche qu'en été. Le stout, lui, il est plus pour l'hiver. C'est vrai que je déconseille à des gens qui font une carte de bière de mettre un stout en été. En général, ça marche absolument pas. Voilà, les gens en disant
de toute façon, il fait chaud, je ne peux pas boire un stout. Et ensuite, quatrième, ce serait plus on va dire une bière éphémère. Alors, même si IPA en général, on va dire toutes les bières maintenant sont assez houblonnées, bon, plus houblonnées qu'avant dans les bières de tradition qu'on connaissait. Donc après, donc, sur ces bières éphémères, je pose des bières acides justement pour pouvoir, on va dire, commencer à de plus en plus amener le client vers ces nouveaux produits. Et puis après, effectivement, quand il peut y avoir des brassins spéciaux, des bières éphémères justement par définition. Des bières collaboratives. Des bières collaboratives aussi, voilà, c'est des bières. Et après, c'est vrai que par rapport au bec, ce qui est intéressant, c'est justement de faire tourner pour justement garder un peu le côté un peu innovateur par rapport à ses clients. C'est-à-dire qu'ils ont goûté, par exemple, une très bonne IPA chez vous. Mais ce qui est intéressant, c'est à un moment de l'enlever de sa carte pour peut-être mieux la remettre 6 mois après et faire découvrir un autre produit en attendant. Parce que finalement, on est en France et on est des gens qui se lassent assez vite, qui aiment bien la nouveauté, même si on a apprécié un produit et qu'on serait content d'y retourner un peu plus tard. Donc il faut toujours jouer un peu sur cette dynamique et ce côté un peu novateur. Donc ensuite, on va dire il y a des problématiques quand on veut faire sa carte de bière et qu'on a un établissement, on peut se trouver si on a un contrat de bière, un contrat brasseur. Donc ça veut dire qu'on a un grossiste qui est désigné. Donc dans ces cas-là, il faut respecter le contrat. Respecter le contrat, ça veut dire qu'en gros on est bloqué avec un tel brasseur ou tel distributeur. On est marié On est marié, tout à fait. Je cherchais un mot un peu plus sexy, mais non. Et donc voilà. Après maintenant, il y a toujours moyen de négocier et d'essayer de mettre un bec de bière artisanale. On voit que ça se fait de plus en plus à Paris, justement. Il y a beaucoup de bars qui commencent à se mettre de plus en plus à avoir un bec qui débloque, on va dire, pour la bière artisanale, même si, on va dire, les 2 premiers becs sont chez un des gros brasseurs industriels. Donc, si j'ai pas de contrat, donc du coup, je peux choisir le distributeur. Je peux choisir vraiment toutes les bières que je peux mettre à ma carte. J'ai vraiment une totale indépendance et je peux même jongler avec plusieurs distributeurs. Donc, moi, je pense que c'est quand même très très important d'avoir cette autonomie. Même si effectivement, le contrat brasseur, très souvent on se retrouve avec un contrat brasseur, c'est parce que le brasseur a financé les installations ou a financé les travaux et qu'effectivement, derrière, on se retrouve avec lui pendant 4-5 ans. Mais effectivement, c'est quand même important, moi je pense, d'avoir cette autonomie, de la garder. Et même si il faut débloquer pas mal de fonds, sûrement au début, quand on ouvre son établissement. Mais après, derrière, ça devient beaucoup plus rentable parce qu'effectivement, on a quand même une marge de négociation plus importante avec les différents fournisseurs. Et puis après, voilà. Et puis, c'est vrai que quand on n'est pas... donc les prix aussi sont moins élevés, on va dire, quand on a cette indépendance et qu'on n'est pas marié justement avec tel ou tel brasseur. Alors ensuite, donc après, il y a les bières bouteilles. Alors les bières bouteilles, on fait un peu ce qu'on veut, on va dire, en termes de bières bouteilles, c'est-à-dire que même si on a un contrat brasseur, on peut mettre ce qu'on veut en termes de bouteilles, parce que on va dire les volumes sont calculés sur la pression. Donc après, derrière, c'est vrai que c'est ce que j'explique, c'est important peut-être aussi de commencer à avancer sur les canettes. Parce que voilà, ça va permettre un accroissement de clientèle. Parce que même, donc les gens au début se posent un peu des questions. Une fois qu'on les a rassurés, on va dire, même en termes de visuel, ça reste très intéressant. Ça, c'est particulier en plus chez le monde des cavistes. Et puis ensuite, donc, quelque chose d'autre qui est très important. Donc pour moi, les 2 choses les plus importantes, c'est d'essayer d'avoir cette autonomie. Et le deuxième point important, c'est en gros, avant de passer sa commande, c'est aller voir un peu ce que font les autres petits copains du quartier pour pas forcément faire la même chose. Alors effectivement, moi je comprends tout à fait qu'on va me dire que la Punk IPA, par exemple, ou la
sont des produits qui se vendent super bien. Alors du coup, mais il y a intérêt, je pense, à proposer ces mêmes produits que le voisin. Donc, dans ces cas-là, moi, ce que je propose, c'est vraiment de garder les styles en tête et de diversifier et vraiment de proposer autre chose que les petits camarades du bout de la rue. Euh, une petite, euh, une petite page sur pourquoi la canette. La canette, oula. On n'a plus le micro. Ouais, non, si, un petit peu. Donc on va dire ça évite les fuites de gaz, ça protège de la lumière. Parce que, attention pour ceux qui ont des bouteilles, le faux goût de lumière, on va dire, est assez, on le retrouve assez souvent pour des gens qui, on va dire, qui laissent leur bouteille, justement à la lumière, alors qu'à la canette, on n'aura jamais ce problème-là. On peut préciser peut-être le faux goût de lumière? C'est que la bière est très très sensible à la lumière et quand on a des bouteilles en verre, on va dire clair, ça va vraiment donner un goût. Quand cette bière est passée à donc elle a été, on va dire, exposée à la lumière assez longtemps, on va se retrouver vraiment avec un goût, dire que le goût de moufette, comme il s'appelle, c'est voilà un goût un peu un goût de plastique, un goût de caoutchouc un peu. Voilà, on retrouve ça chez certaines bouteilles de nos grands brasseurs industriels. On ne citera pas de nom. Non, non, moi je ne cite pas de nom. Voilà. Donc c'est aussi également écologique. Donc ça demande beaucoup moins d'énergie à produire, c'est plus compact et c'est recyclable. Et puis après, effectivement, c'est quand même beaucoup plus pratique, c'est moins lourd et c'est surtout moins puissant. Donc ensuite, une petite slide, on va dire, petit cours un peu d'économie de 30 secondes. C'est quand même très important quand on fait sa carte de bière, de toute la partie négociation. Parce que surtout sur la première commande, il ne faut pas accepter le premier prix qui passe. Donc tout de suite, c'est vraiment rentrer toujours dans la négociation. Parce que voilà, derrière, on peut avoir on peut avoir des gratuités, des 5+1, des choses comme ça sur ces flux. Et après, donc il y a cette histoire de marge avec les coefficients qu'on peut en tête. En général, on se propose des x3. On aime bien entendre toujours parler qu'il faut que je fasse x3 par rapport à la que j'ai achetée. Et petit rappel sur la masse de marge. On va dire, bon, si j'achète mon litre de Pils à 1 euro et que je vends la pinte à 3 euros, là, je réalise une marge de x6 sur le litre. Et donc, je gagne 5 euros. Par rapport donc, à tous ces gens qui imaginent que prendre une bière, souvent ils vont essayer de prendre les bières les moins chères pour essayer de faire un maximum de marge, alors que finalement si on prend une bière, on va dire de meilleure, on va dire avec plus de caractère, donc qui sont plus chers. Qui sont aussi, qui sont peut-être un peu plus rares, qui sont plus chers à produire aussi. Donc, on va dire si j'achète le litre 3 euros et que je le revends la pinte, donc plus cher à 6 euros. Donc, si on arrête de raisonner en CODEF, donc au lieu de faire x6, on fait x4. Mais par contre, sur le litre, on a gagné 9 euros et pas 5. Donc, choses qui sont pointues, ça. Donc voilà, mais ça, c'est à prendre en compte uniquement si on est sur des prix cohérents. Parce qu'effectivement, si on vend ça 10 euros, là, on sera gagnant de partout. Donc, maintenant, on va parler un petit peu de la partie qui me tient vraiment à cœur. Donc, tous les accords mets et bières, et donc toute la partie, on va dire, plus sur les cartes au niveau des restaurants. On va dire, donc, pour citer mon confrère et ami Guirec Aubert, dans son La bière, c'est pas sorcier. Donc, il cite que la bière n'a pas toujours eu les honneurs de la table. Elle a souvent été réduite à un rôle de boisson accessoire, parfois jugée vulgaire, le vin étant la boisson gastronomique de référence. Pourtant, un connaisseur saura reconnaître la subtilité des accords entre la bière et la gastronomie, reposant sur la résonance, le contraste ou la complémentarité. En outre, la bière trouve aussi sa place comme ingrédient dans de nombreuses recettes.
Donc je propose quelques exemples que moi j'ai souvent mis en avant dans des dégustations. Donc on va dire la Oud de Kriek de Mort Subite. J'ai fait une salade d'endives aux noix, parce que bon, c'est une bière acide qui va vraiment contrebalancer sur l'amertume de l'endive. Et on va vraiment garder ce petit côté sur le fruit, sur la cerise, qui est vraiment très intéressant. Ensuite, l'ours de Trou du Diable, donc avec des moules au curry-taille. Donc là, on est sur un assemblage de bières acides vieillies en fût avec des saisons, assemblées avec une bière de saison. Donc ensuite, donc par rapport à donc le curry, c'est vraiment pour avoir un côté subtil, un peu de, ouais, c'est ça. Merci Cyril. Avec vraiment toutes les petites épices. Il ne faut pas trop tomber dans le piment, parce que bon, finalement, on va pas garder les subtilités de cette bière qui est quand même assez fruitée et épicée. Ensuite, donc, la Jeanlin ambrée avec un effiloché fort aux abricots. J'ai pas mal fait de choses et pas mal fait de cuisine avec Jeanlin, qui est vraiment une bière donc on parlait des bières de garde tout à l'heure, qui est vraiment une bière qui se marie très bien avec la cuisine et même dans la casserole, on va dire. Ensuite, donc, j'ai fait le Logout and Leaf de White Frontier, qui est une American Pale Ale avec du gruyère suisse. Donc, gruyère suisse, qui est également un fromage assez fruité. Et donc, le côté un peu gras du gruyère va anesthésier, comme je disais, l'amertume de cette American Pale Ale. Et on va vraiment garder que le fruit. Donc, le côté fruité du fromage et le côté fruité de la bière. Et on va se retrouver vraiment avec une explosion de fruits. Donc je vous recommande d'essayer ça. Et ensuite, donc, la Stouteric de la brasserie de la Seine, avec un cake au chocolat. Donc là, on est sur un stout assez classique, mais assez léger et très onctueux. Et ça va vraiment très bien avec le chocolat. Oui. Est-ce que j'ai mon micro? Oui, ça y est, c'est revenu. On nous a servi une deuxième bière, on Eh ben, en parle c'est parfait, tout de elle suite arrive, parce elle est là. C'est magnifique. On est parfaitement coordonnés. Donc, maintenant, donc, les Craft Home Brewers qui viennent nous présenter la Grizzly Beard, qui est on va dire une bière culinaire. Donc, ils sont là pour venir nous en parler. Nous avons donc le brasseur et Stéphane, la force explicative de toutes ces associations culinaires qui ont pu être faites autour de la Grizzly Beard. Bonjour à tous. Juste une petite explication avant de parler de culinaire. La bière est née il y a 1 an dans l'esprit de Vincent qui brasse à la maison. Donc c'est pas un brasseur, c'est quelqu'un qui a l'habitude de faire des tests à la maison. Et il nous a présenté lors d'un salon 4 produits qu'il avait brassés. Il voulait avoir un avis objectif. Il y avait différents brasseurs qui étaient présents. Les 3 premières bières sont passées avec quelques défauts. La 4e, c'était une dry hop IPA. Tout le monde a bu une 2e gorgée. Tout le monde a apprécié le produit. Et à page 24, Hervé qui était présent et qui dit c'est une bière, c'est une recette qu'on pourrait commercialiser. On avait le verre en main et on a dit banco, on la commercialise. Donc on n'en a pas fait une marque Craft Home Brewer, c'est tout simplement une marque ombrelle pour reprendre des brasseurs qui brassent à la maison. Donc aujourd'hui il y a Vincent, peut-être que demain il y en aura d'autres où il n'y aura que Vincent. Et on a commencé à commercialiser le produit en septembre l'an passé. Le produit a été essentiellement distribué sur Calais, l'origine de Vincent. Une trentaine d'établissements CH, cafés, hôtels, restaurants ont pris le produit à pression et très vite nous ont demandé si c'était possible d'avoir un autre produit, une triple. Donc c'est le produit que vous allez déguster juste après. Parce que pour eux, c'est un peu plus compliqué de cuisiner avec une dry hop plutôt qu'avec une triple. À la suite, un boulanger artisan a créé un pain avec la triple. Il a créé des tartelettes. Je crois que vous allez goûter le pain.
On a une grosse industrie à Calais sur le poisson sauré et fumé. Donc on a un industriel qui travaille nationalement avec des saumons. Et là, il a créé quelque chose qui n'existait pas, c'est un saumon à la bière. Donc il intègre sa bière dans sa recette. On expliquera peut-être ou pas après. Est-ce que les chefs de la Côte d'Opale ont été intéressés par cette bière? Il y a une association de chefs de la Côte d'Opale gourmande. Voilà, Est-ce que vous avez suscité leur intérêt aussi? Oui, bien sûr. Il y a différentes associations qui ont rejoint l'intérêt de travailler la grizzly. Et là, on est sur un projet d'élever des agneaux à la bière grizzly. Donc là, il y a un élevage qui est en train de se faire. Les agneaux seront produits pour mi-mai. Et on fera une dégustation à l'aveugle avec tous les chefs de la région pour déterminer avec un agneau élevé avec de la bière blonde ou de la bière triple, et effectivement s'il y a un intérêt ou pas de pouvoir continuer dans cette voie. Voilà, il y a des terrines. Alors les terrines qui ont été créées, vous allez aussi les déguster après. Ils ont été créés à partir des bières et ils n'ont pas additionné le créateur n'a pas additionné de la bière dans sa terrine. Il a voulu créer une terrine en fonction du goût de la bière. Et donc vous allez goûter derrière ça. Il y a une terrine qui a été faite avec la dry hop, qui est plus avec des endives et des chicorées. Et une autre qui a été faite avec la triple, qui est pruneau et oignon. Voilà, et oignon. Voilà, donc il y a eu un engouement autour de notre ville avec des artisans une idée est née, une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième. Et là, il y a tout un engouement de pouvoir, entre guillemets, aller un peu plus dans la gastronomie, puisque l'agneau qui est fait avec la bière, ce sera principalement pour les restaurants gastronomiques, puisqu'il y a un cheptel qui n'est pas assez grand pour pouvoir se développer. Je vais juste peut-être laisser Vincent expliquer sa recette et expliquer le contenu de sa recette. Bonjour. Donc, c'est une triple, mais comme on vient du nord de la France, la triple, on baigne dedans depuis qu'on est petit. J'ai pas beaucoup grandi. Mais je voulais faire une triple un peu différente de la triple belge standard, comme on peut la connaître, hein. Donc là, j'ai essayé d'apporter une petite pointe d'amertume en plus du côté sucré de la triple. Et puis j'ai rajouté de la coriandre pour donner une petite pointe de citronné, pour faire justement essayer de faire la rondeur entre l'amertume et le côté sucré. C'est pas encore à retravailler un petit peu. Voilà, dedans, c'est du Pilsen. Enfin, vous avez l'étiquette. Sur l'étiquette de la bière, vous avez la composition des maltes et des houblons qui sont utilisés. Parce que pour moi, je pense que c'est important que le consommateur sache les ingrédients d'une bière, les produits qu'il va boire ou manger. Et enfin voilà. Est-ce que c'est inspirant de travailler comme ça avec des professionnels de la gastronomie, des artisans de bouche? Ça vous donne des idées pour d'autres recettes de bière? Complètement. L'idée justement, il y a des artisans, des boulangers et d'autres qui font du pain, d'autres produits. Donc là, bon, c'est un peu, ça m'apporte pas personnellement quelque chose. Par contre, il y a des chefs de grandes tables sur la Côte d'Opale qui ont fait des produits, qui l'ont mis à la carte. Et j'étais un peu estomaqué de voir l'engouement qui tourne autour de ces bières. Je ne pensais pas que ça allait arriver comme ça. Et oui, j'ai envie de travailler justement, de pouvoir créer des produits à boire et à manger, à cuisiner, sans que le terme à cuisiner soit péjoratif. Comme pour Édouard avec ses agneaux, on a commencé à travailler ensemble, voir ce qu'il faisait actuellement comme bière. Il brassait sa bière, mais c'était des kits. Donc moi, je voulais lui apporter ma petite expertise, ma petite expérience plutôt
sur le brassage tout grain sur la bière, pour lui dire bah voilà, qu'est-ce qu'on peut apporter, qu'est-ce que tu veux apporter à tes agneaux, comment on peut, qu'est-ce que ça va apporter à ta viande, comment on peut travailler ensemble. Et donc la même chose avec les chefs dans la restauration. Et ça peut aller jusqu'à une collab avec un chef pour faire la bière d'un restaurant en collaboration, ou une exclusivité avec un restaurant. C'est là, derrière. Voilà, oui, j'ose espérer peut-être un jour, mais bon, après... il faut leur souffler, hein, si vous faut les pousser un peu, les chefs, voilà, vous ouais, savez. mais en un an, une année, c'est passé quand même pas mal de choses, donc voilà, c'est bien, mais il faut savoir aussi réussir à poser et pas trop s'emballer dans l'engouement du produit. D'autant que ce n'est pas votre métier principal, si j'ai bien compris. Non, c'est pas mon métier. Peut-être un jour, qui sait, mais là, c'est pas. C'est plutôt de la passion et de travailler avec des gens qui sont passionnés, que ce soit des chefs, je veux dire des grands chefs, ou un éleveur d'agneaux qui veut garder un petit cheptel et faire ses propres. Développer un petit peu comme les agneaux de Kobe dans la même idée, des produits vraiment de qualité. Voilà, c'est des passionnés et je pense que c'est des métiers de passion. Voilà. Thibaut ? Alors, petite question pour Stéphane, afin qu'il nous fasse un petit retour d'expérience en fait par rapport à ceux qui veulent créer une carte de bière. Comment tu fais les choses toi avec ton expérience. Pour qu'on comprenne bien, est-ce que vous pouvez restituer ce que vous faites, vous quel genre d'établissement vous... Nous sommes importateurs, ma société s'appelle Planète Soif. On importe des bières du monde entier et on distribue un peu plus de 250 références sur la France et un peu de références également sur l'Europe. On n'est pas du tout dans le CHR, mais on a plein d'amis qui, par la force des choses, qui sont à Calais puisqu'ils font la Grizzly et on les suit un peu. Moi, je travaille toujours dans l'esprit de déterminer ce qu'un établissement veut avoir comme clientèle et a comme clientèle. En partant d'un audit simple, c'est quels sont les clients qui viennent dans mon établissement et quels sont les clients que je veux avoir dans mon établissement. Et on catégorise ces clients par profil. Donc on a un profil simple qui est le profil loyalty, donc les consommateurs de bière qui aiment des bières qu'on trouve un peu partout et qui restent dans cette lignée et qui veulent se rassurer avec des produits lorsqu'ils rentrent dans un établissement. Les explorers qui, eux, veulent tout le temps goûter des produits mais qui n'ont pas encore assez acquis de connaissances, qui ne connaissent pas les types de bières, qui ne connaissent pas l'amertume ou savoir comment on mesure l'amertume. Et pour eux, l'intérêt majeur, c'est de goûter et de découvrir en goût. Les connaisseurs qui ont, eux, acquis cette compétence de connaissance de profil, d'amertume, de houblonnage, et qui savent des fois reconnaître certains types de houblons. Et puis les collectionneurs qui sont un peu à l'image de Vincent, qui a goûté des centaines et des centaines de bières, qui imagine des recettes dans sa tête et qui lui ne goûtera que des produits d'exception. Et puis le cinquième profil, c'est le trendy, c'est le profil qui vient faire la fête dans l'établissement, qui va vouloir rechercher un produit rigolo, qui va s'amuser, et pour qui la bière ce soir, c'est pas l'important. À partir de ces profils, si vous déterminez quels sont les clients qui sont chez vous, quels sont les profils que vous avez, et quels sont les profils que vous voulez toucher, vous devez donc travailler une carte de bière dans ce sens, et avoir des produits qui vous permettent de faire rentrer chez vous une clientèle que vous n'avez pas aujourd'hui et que vous recherchez. Alors c'est un peu difficile pour identifier les profils et les bières, ça c'est assez compliqué, ça demande à avoir des professionnels autour de vous. Donc je vais pas dire de mal, mais forcément pas des gens qui vous signent un contrat parce qu'ils ne vont pas vous guider sur d'autres produits que les leurs. Donc il faut aussi apprendre, il faut aussi savoir vous-même ce que c'est un type de bière,
Tu en as cité une centaine, mais on va dire qu'avec une trentaine, on en a assez pour travailler. Ça ne sert à rien d'aller trop loin au départ. L'amertume est important. Beaucoup de monde confond la couleur et l'amertume. Il y a énormément de consommateurs qui vont dire moi, j'aime pas les stouts. Mais parce que généralement, ils consomment une Guinness avec un taux d'amertume assez puissant. Et on leur fait goûter une stout du Sri Lanka, la Lion Stout. Et là, ils disent ça, c'est génial, c'est bon. Ça reste une stout. C'est tout simplement l'amertume qui est différente. Donc peu de consommateurs et peu d'établissements connaissent le degré d'amertume et ce qui est possible pour un consommateur d'accepter. L'amertume, on ne peut pas faire le grand écart. On ne peut pas aimer une bière avec une amertume. Alors l'amertume se mesure, c'est une mesure technique, IBU, qui est une mesure qui ne s'arrête pas sur 100, ça va à 1000, ça peut, je crois même aller un peu plus loin. En règle générale, une triple va être avec un degré d'amertume de 20 à 25. On peut avoir des triples avec un peu plus d'amertume, la tienne elle fait 28. Et on ne peut pas jumper du jour au lendemain avec une amertume de 50 ou 60 parce que le palais il n'est pas fait. Donc ça veut dire que cette bière qu'on va consommer avec un IBU de 58, on ne va pas l'aimer. Mais ça ne veut pas dire que dans 6 mois, on ne l'aimera pas. C'est-à-dire que le palais va évoluer, va se faire, et en règle générale, les explorers, les connaisseurs, au final, consomment de plus en plus de produits avec des amertumes prononcées. D'où le développement de l'IPA en France et des bières houblonnées. Voilà. Merci beaucoup pour Merci ce à vous. retour d'expérience. Il nous reste 5 minutes. 5 minutes. 5-6 minutes. On va faire très très vite. On va être, en gros, voilà, une fois qu'on a fait sa sélection de bières, qu'est-ce qu'on fait? Donc c'est soit on a une carte directement dédiée à la bière, soit on réserve un emplacement intéressant pour la bière. Donc en gros, il faut, on va dire, décrire chaque bière suivant donc sa clientèle, comme Stéphane nous le disait tout à l'heure, donc avec quelques mots, une note succincte de dégustation, le style, une petite histoire pourquoi pas sur la brasserie ou le brasseur. Et donc c'est assez important aussi que la carte et qu'elle soit imprimée et facilement renouvelable, par exemple à la fine mousse ou trois brasseurs par exemple. On est sur des styles différents de cartes. Vous allez voir rapidement une carte des trois brasseurs. Ils expliquent des notes donc, au niveau des bières ici. Donc ils vont donner la couleur, le nez, au niveau des arômes et le niveau d'alcool. On voit également qu'ils proposent donc à chaque fois avec les petites couleurs qui vont en face des plats. Donc comme ça, on voit quelle bière est intéressante de déguster en face de chaque plat. Et là, je vais inviter mon ami Laurent de la Fine Mousse qui nous explique un petit peu plus ses choix au niveau de sa carte. Bonjour tout le monde, donc il me reste 3 minutes, c'est ça? Oui, il faut quelques mots quand même pour présenter la Fine Mousse pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, mais voilà. Alors, nous sur nos sélections de brasseries et de bières, le premier point que je voulais mentionner, qui n'a pas été encore mentionné ici, c'était aussi sur la notion d'indépendance des brasseries que nous, en tout cas, on sélectionne à la Fine Mousse. Donc je pense que quand on fait un choix de bière pour sa carte, il faut aussi se demander qui est le producteur derrière et assumer son choix. Donc je n'ai rien contre les bars qui choisissent des gros industriels, mais ce qui est important, c'est vraiment de savoir à qui on achète. C'est-à-dire qu'en ce moment, il y a beaucoup de bières craft qui apparaissent sur le marché. C'est des bières craft parce qu'elles sont originales dans le goût et elles sont vraiment dans la diversité des styles des bières craft qui existent. Mais elles sont... Bon, est-ce qu'elles sont artisanales? Ça, c'est compliqué à dire dans la bière, c'est un débat en tant que tel. En tout cas, certaines sont associées à des gros groupes industriels. Voilà, donc nous, à la Fine Mousse, on a fait le choix de brasseries indépendantes, de brasseries humaines, avec qui on a contact, qu'elles soient petites, moyennes ou légèrement grosses, on va dire. Donc ça, c'est quelque chose que je voulais mentionner juste rapidement.
C'est aussi un positionnement quand on ouvre un bar à bière. Et faut juste. J'avoue que je préfère retrouver de la Lagunitas que de la Heineken à la pression. Après voilà, que ce soit l'une ou l'autre, il faut savoir que derrière c'est le même groupe. Je dis Lagunitas, mais ça peut être n'importe qui. Et voilà, moi je préfère dans un bar lambda retrouver une Lagunitas. Oui, c'est clairement plus sympa que la Heineken classique par exemple. Donc la question c'était voilà sur comment nous on s'est fait notre carte de bière. Bon, nous on est spécialisé dans les accords mets bières. Donc, on change la carte toutes les semaines. On laisse le chef faire ses créations, comme dans n'importe quel bon restaurant, un restaurant un peu gastronomique, on va dire, bistronomique. Donc, il fait ses créations. Et nous, derrière, on fait le travail de sommelier de la bière. Donc, étant spécialisé là-dedans, on a une carte, on a une cave qui est relativement remplie. On essaye d'être suffisamment diverses dans les styles et avoir des styles intéressants à associer. Et chaque semaine, quand on va goûter les plats ou discuter avec des plats avec le chef, on va rechercher dans notre carte quelle est la meilleure bière qui va s'associer avec et rechercher quelque chose d'original pour associer. Donc, il y a quelques règles d'association qu'on pourrait développer. La plus facile étant le ton sur ton. Donc aller chercher avec une mousse au chocolat, mettre un stout ou un porter, c'est facile, ça marche, vous ne prenez pas de risque, mais c'est très bon. C'est toujours la cuisine qui guide. Vous n'avez pas parfois envie de placer une bière que vous adorez et de dire au chef, voilà, est-ce que tu peux composer autour de ce... On fait de temps en temps dans l'autre sens. Là, justement, la semaine dernière, on avait un brasseur italien qui fait des bières acides et il nous a envoyé ses échantillons avant. On a goûté et on a cherché le plat qui allait se marier parfaitement avec. Mais c'est un travail beaucoup plus lourd. Parce que, justement, il va falloir créer le plat cuisiné devra être créé à partir d'une bière qui est fixe. Donc, chercher dans un champ limité au final, même si on a 100, 200, 300 références, ça reste limité. On va pouvoir imaginer plus facilement et bon, ça va être plus facile de trouver la bière qui s'associe. Mais après, le travail est très très intéressant et on le fait une fois de temps en temps quand on invite des brasseurs. On va devoir conclure, malheureusement. Oui, malheureusement. Donc, merci à tous d'être venus. J'espère vous avoir donné quelques pistes pour ceux qui voudraient créer leur carte de bière. Du moins, on va dire les grandes règles, même si il n'y en a peut-être pas autant que des styles de bière, mais voilà, c'est vraiment d'aiguiller pour pouvoir commencer à créer sa carte de bière. Et après, comme disait Laurent, on développe, on s'amuse et on devient un peu expert à force de créer, à force de déguster et à force de faire ses accords aussi. Donc voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup.